La période de Noël 2022 est maintenant derrière nous et aujourd'hui, on regarde ensemble ce qui se trouvait sous mon sapin de Noël. Petit indice, c'était surtout des jeux de société. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un peu comme mon format What's in the Box où je vous présente les réceptions récentes de jeux de société que j'ai reçus. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les jeux de société ou différents accessoires qui ont un rapport avec les jeux de société que j'ai reçus au cours des dernières semaines, principalement dans la période de Noël 2022. Et je vous invite également, dès le début de cette vidéo, à m'indiquer dans la section commentaires quels sont les jeux de société ou les accessoires en lien avec les jeux de société que vous avez reçus pour Noël 2022. Ça peut être un cadeau offert par un être aimé. Ceux qui nous offrent des jeux de société, on les aime toujours énormément. Ou ça peut être un cadeau à moi, de moi aussi, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et en fait, je ne sais pas si vous êtes comme dans ma situation, mais moi, dans mon entourage, il n'y a personne qui m'offre des jeux de société parce que je suis la personne la mieux placée pour savoir ce que je veux. Et évidemment, avec la chaîne, j'en reçois énormément. Donc, c'est toujours un peu délicat de savoir qu'est-ce que j'ai reçu, de quoi j'ai envie et tout ça. Alors, vous pourrez me laisser vos réceptions récentes, les cadeaux que vous avez reçus dans la section commentaires. Et sans plus attendre, on commence immédiatement la présentation rapide de chacun de ces jeux. Il y en a certains sur lesquels je vais m'étaler un peu plus, mais pour certains, je vais y aller de façon un peu plus rondement, peut-être parce qu'ils ont déjà été présentés, parce qu'ils datent d'un peu plus longtemps, parce que vous les connaissez probablement déjà, mais je crois avoir pas loin d'une vingtaine de jeux différents à vous présenter, alors aussi bien de commencer tout de suite. Alors commençons tout de suite avec Almanach, que je tiens à l'envers, justement. Ça vous montre à quel point on est dans de l'improvisation. Alors, Almanach, la route du dragon, qui est le premier opus de ce qui, je crois, sera une trilogie. Du moins, on parle d'une série. Alors, je sais que le deuxième de la série est sorti récemment, donc dans le dernier quart de l'année 2022, dans la version anglaise. Est-ce que ça prendra encore 2 ans ou même 3 ans avant d'avoir une version française? J'espère que non. Alors ici, on est dans la première édition, dans le premier opus de Almanach. On est dans du jeu 2 à 4 joueurs. C'est un jeu de placement d'ouvriers où on va placer nos ouvriers, nos workers, pour récupérer des ressources, remplir des contrats, bref, rien d'original dans cette petite twist mécanique de mécanisme général de placement d'ouvriers. Mais la twist, parce qu'il y en a une bien évidemment, est que chaque round, chaque manche d'une partie va se jouer sur un plateau différent. Et le plateau de jeu, en fait, est composé des pages d'un livre, un peu comme Gloomhaven, Mâchoire du Lion ou comme Histoire de peluche d'ailleurs. Chaque page va se jouer avec les mêmes règles générales en termes de placement d'ouvriers, comment on fait pour récupérer des ressources, remplir les contrats, etc., mais va ajouter de nouvelles possibilités ou de nouvelles restrictions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin de chaque manche, il va y avoir une espèce de système d'enchères où les joueurs vont pouvoir parier de l'argent pour déterminer qui deviendra le guide. Et le guide va avoir un choix à faire au sujet de sur laquelle des prochaines pages est-ce que tous les autres joueurs vont devoir jouer pour la prochaine manche. Donc, on va avoir le choix, il me semble, à chaque manche entre deux pages différentes, 2 nouveaux plateaux de jeu, et c'est le guide qui va décider. Et en plus, il va y avoir une carte de rencontre qui sera piochée qui va offrir la possibilité au guide de remplir cette rencontre-là en premier. Et après ça, tous les autres joueurs vont pouvoir, s'ils le désirent, essayer de remplir les conditions qui sont demandées ou obtenir les bénéfices de la carte. Mais c'est toujours le guide qui a le privilège de pouvoir la remplir en premier. Donc, ce qui est original, c'est que
on a une partie évolutive qui va se dérouler sur plusieurs manches, donc sur plusieurs plateaux de jeu avec des règles générales semblables, mais qui vont quand même avoir un peu de variabilité. Donc, j'ai bien hâte de jeter un coup d'œil à ça parce que la réception, du moins du côté de l'Europe, a été grandiose pour un jeu familial. On continue ensuite avec ce qui, je crois, était un Kickstarter. Il s'agit de Mythic Mischief. Alors, on a ici le jeu de base et ici, j'ai récupéré l'une des extensions. Il en existe plusieurs. Alors ça, c'est la version de jeu de base qu'on va retrouver disponible en magasin, qui est quand même un peu différente de la version de luxe qu'on pouvait retrouver dans le Kickstarter. Mais bon, alors on est, du moins pour ce qui est du jeu de base, dans du 1 à 4 joueurs, un jeu de sélection d'action où les joueurs incarnent des créatures, des races particulières dont on va reparler dans quelques instants. Donc des créatures qui tentent de circuler dans une bibliothèque sans se faire prendre par le libraire, qui est également une espèce de grosse créature super puissante qui protège de façon sans merci les grimoires qu'on retrouve dans la bibliothèque. C'est un jeu plutôt asymétrique. Chaque joueur peut incarner une race comme justement les vampires, les zombies, les sorcières, les monstres, même les fantômes dans cette petite extension. Puis je sais qu'il y a d'autres petites boîtes comme ceci qui introduisent d'autres races, d'autres monstres qu'il est possible d'incarner. Et à son tour, on résout autant d'actions qu'on désire et principalement, ce qu'on va vouloir faire ou ce qu'on pourra faire, ça va être de se déplacer, de déplacer des adversaires et de déplacer des étagères de livres aussi dans la bibliothèque. On voudra récupérer des grimoires pour améliorer nos capacités, rendre nos personnages et nos capacités, nos actions plus efficaces. Donc, un peu d'aspect de... C'est pas du engine building, là, mais on va développer notre peuple, notre race, si on veut, pour les rendre plus efficaces durant la partie. Mais on voudra aussi et surtout que nos adversaires se fassent prendre la main dans le sac par le libraire pour marquer des points. C'est principalement comme ça qu'on va faire des points lorsqu'on réussit à coincer un de nos adversaires dans un coin et que le libraire va les prendre la main dans le sac. C'est à ce moment-là où on va faire des points de victoire. Et comme je le disais, c'est un jeu asymétrique parce que les zombies ne se joueront pas nécessairement de la même façon que les vampires. Oui, bon, les règles générales s'appliquent à tout le monde, mais les zombies ne se déplaceront pas de la même façon que les vampires, ne vont pas pouvoir déplacer les étagères de la même façon que les vampires, ni déplacer leurs adversaires de la même façon. Chaque race va également avoir une capacité spéciale, unique, qui leur est propre, qui vont être radicalement différentes et qu'on va pouvoir évidemment améliorer aussi en cours de partie. Donc, j'ai bien hâte de voir, surtout ce qu'il en est pour le mode solo, qui, de façon générale, semble bien apprécié. On continue avec Lacrimosa. On est sur du 1 à 4 joueurs, un jeu de deck building, un jeu de contrôle de majorité aussi. Chaque joueur commence la partie avec un deck de 10 cartes identiques sur lesquelles on va retrouver deux actions, une action du haut et une action du bas. Donc, la carte est comme divisée en deux parties. À son tour, on va piocher 4 cartes à partir de notre deck. De ces 4 cartes, on va devoir en sélectionner 2 qu'on désire mettre en jeu pendant le tour. Une de ces cartes doit être jouée pour résoudre l'action du haut et l'autre carte doit être jouée pour l'action du bas. Bon, si on veut faire une comparaison boiteuse, un peu à la Gloomhaven, on joue toujours 2 cartes, une pour l'action du haut, une pour l'action du bas. C'est la seule ressemblance avec Gloomhaven qu'il y a dans ce jeu, OK? Alors, une fois que c'est fait, vous devez savoir que les actions du haut permettent de réaliser, je crois, 5 actions différentes qui sont toutes en lien avec différents accomplissements ou différentes réalisations en lien avec la vie de Mozart. Alors que les actions du bas des cartes vont permettre de générer des revenus pour les prochains rounds. Alors, les actions du haut, c'est les actions qu'on va remplir en cours de partie, qu'on va accomplir. Entre autres, justement, une de ces actions est celle qui nous permet de récupérer de nouvelles cartes qui vont s'ajouter tranquillement à notre deck, d'où l'action de deck building, alors que les actions du bas vont être celles qui vont nous permettre de préparer de précieuses ressources pour les rounds
à venir. Puisqu'on parle de jeux de deck building, on va aller maintenant dans Apex Theropod Deck Building Game. Une boîte vraiment lourde dans laquelle il y a pratiquement uniquement, strictement des cartes. Alors, beaucoup de cartes dans ce jeu, évidemment, de deck building. Donc, on est dans un jeu de deck building, comme je le répète depuis tout à l'heure, mais à thématique de dinosaures. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, la thématique de dinosaures m'excite au plus haut point. On incarne un prédateur préhistorique comme le spinosaure, l'utéraptor, le carnosaure, le T-Rex, mais il y en a d'autres. Je crois que dans le jeu de base, il y a 7 méga prédateurs qu'on peut incarner, qui se jouent tous radicalement de façon différente. Et c'est un jeu principalement de survie, puisqu'on doit gérer les changements climatiques, la maladie, les blessures, les infections, les attaques éventuelles et potentielles des autres prédateurs contre nous, évidemment, tout en s'adaptant à l'environnement et en développant notre espèce pour nous donner les meilleures chances de survie et d'adaptation à travers l'histoire. Donc, jeu de deck building, c'est déjà là, je suis déjà vendu. Ajoutez à ça une thématique de dinosaures, vraiment intéressant. Comme je le disais, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs. Est-ce que c'est bien ça? 1 à 6 joueurs, pardon. Toutefois, le gros détail que je dois mentionner, c'est que la critique générale au sujet du jeu est que c'est vraiment un jeu pour 1 à 4 joueurs. C'est vraiment déconseillé d'y jouer à 5 ou à 6. Si vous avez déjà essayé ce défi, vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. Mais de mon côté, j'ai vraiment hâte de voir comment le jeu tourne en solo. Et je serais également intéressé de savoir, à 2 joueurs, à quoi est-ce que ça ressemble. Allons-y cette fois-ci avec une boîte un peu plus légère de Wolves, un jeu pour 2 à 5 joueurs, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, 2 à 5 joueurs, un jeu de sélection d'actions et de contrôle de territoire où les joueurs incarnent cette fois-ci une meute de loups, en fait. Principalement, ce qu'on pourra faire à notre tour, c'est de déplacer des loups, construire des abris ou des tanières, hurler à la lune, chasser des proies également à travers les différents territoires qu'on va retrouver sur la carte. Ce qui est particulier, c'est que chaque meute reçoit en début de partie différentes tuiles territoires. Je crois que c'est 5 ou 6 tuiles différentes qui ne sont pas les mêmes nécessairement. Il y a une petite variable selon le type de meute de loups qu'on incarne, si c'est les loups nordiques, les loups arctiques plutôt, les loups du désert, etc. Donc, il y a une de ces tuiles qui va changer, mais toutes les autres, il me semble, vont être identiques. Et selon l'action qu'on désire résoudre à notre tour, il va falloir retourner un certain nombre de tuiles qui sont d'ailleurs recto-verso. Et d'un côté comme de l'autre, ce peut arriver qu'on retrouve le même territoire, donc d'un côté, je ne sais pas, du désert et de l'autre côté aussi du désert, mais c'est possible qu'on retrouve d'un côté le désert et de l'autre côté la toundra, par exemple. Donc, lorsqu'on veut résoudre une action, on doit retourner un certain nombre de tuiles, entre 1 et 3, il me semble, sur les 5 ou 6 qu'on a devant nous, et en plus s'assurer que celle-ci représente le territoire où on prévoit effectuer notre action seulement en lisant les règles, seulement en regardant ou en écoutant le pitch de jeu, je prévois déjà que ça va être tout un casse-tête de planification. Allons-y cette fois-ci avec Terracotta Army, le jeu qui avait fait couler le plus d'encre au Gen Con 2022, il me semble. Où était-ce à SN? Je crois que c'était vraiment au Gen Con que Terracotta Army était sur toutes les lèvres. Donc, aucune idée si le jeu, pour l'instant, a survécu au hype, à l'engouement de cette convention gigantesque, puisque je n'y ai pas joué encore. Si vous avez eu l'occasion d'y jouer, faites-moi part de vos retours dans la section commentaires. Ça m'aidera à déterminer
à quel point est-ce que je le place dans ma liste de priorités de jeux à jouer au cours des prochaines semaines. Donc, si vous ne connaissez pas du tout ce jeu, on est dans du 1 à 4 joueurs cette fois-ci, un jeu de placement d'ouvriers avec de la sélection d'actions un peu particulière, on va y revenir dans quelques instants, où les joueurs incarnent cette fois-ci des artisans qui doivent sculpter une armée de terre cuite. Et oui, alors l'armée de terre cuite qui a été découverte, je crois, en 1974 ou au milieu des années 70 par accident en Chine. Alors, donc, une armée gigantesque de soldats sculptés en terre cuite, donc basée sur des faits historiques. Mais cette fois-ci, les joueurs vont devoir placer des ouvriers. Donc, concrètement, maintenant, si on parle de mécanisme de jeu, les joueurs vont devoir placer des ouvriers sur une roulette, une roue de sélection d'actions qui va être divisée en plusieurs cadrans et sections. Une section externe, une section du milieu et une section interne. Donc, on va placer des ouvriers sur cette roue et on va pouvoir résoudre les 3 actions qui correspondent à la section choisie, en commençant par l'extérieur, donc l'action de l'extérieur, puis l'action du centre, puis l'action de l'intérieur de la roue. Et les actions sont très variées, je ne me souviens plus combien il en existe, mais principalement, ces actions vont permettre de récupérer des ressources, de faire sécher de l'argile ou au contraire de faire humecter de l'argile pour pouvoir bien la sculpter, gagner de la faveur. On va pouvoir utiliser le savoir-faire des maîtres aussi pour nous aider à être plus efficaces dans notre sculpture. On va pouvoir principalement, en fait, construire des statues aussi. Donc, la moitié du jeu tourne justement autour du placement des statues dans le mausolée, l'espèce de cimetière, si on veut, où les joueurs peuvent faire des points selon plusieurs circonstances et critères qui doivent tous être planifiés judicieusement. On dirait presque une partie d'échecs. Alors, on va avoir, si je me souviens bien, la possibilité de faire des points selon les colonnes où on a placé des statues, les rangées aussi, mais aussi les sections, selon si le type de la statue, si, en fonction des armes aussi de la statue. Donc, il y a un paquet de critères qui me semble vraiment proposer tout un casse-tête, ne serait-ce que d'un côté, dans la gestion de comment je vais aller chercher mes ressources, de quel timing est-ce que je vais les utiliser, comment pour aller chercher quel statut, mais en plus de tout ça, une fois qu'on a récupéré notre statut, un autre casse-tête supplémentaire lorsque vient le temps de la construire et de la placer à quelque part, ça me semble être un bon brûle-neurones. Allons-y avec un autre jeu qui se retrouvera certainement dans le top 10 de plusieurs joueurs pour ce qui est des meilleurs jeux de l'année 2022, c'est Endless Winter. Alors, c'est probablement, de façon ironique, le jeu sur lequel j'ai le moins d'informations à vous donner. Alors, c'est un jeu qui avait été en campagne de sociofinancement quand la campagne avait commencé. Je n'étais pas trop intéressé à ce moment-là à m'informer davantage, donc j'ai complètement laissé de côté ces informations-là. Je n'avais aucune idée de qu'est-ce que le jeu proposait. Et lorsque le jeu a été livré aux backers, lorsque le jeu est arrivé en boutique, et que là, j'ai commencé à voir des gens en parler de plus en plus, et de constater que le jeu était de plus en plus rare également à trouver en boutique lors de sa sortie immédiate, j'ai mis le grappin sur une copie en me disant, en temps et lieu, je m'informerai et j'y jouerai, je lirai les règles et je m'y adonnerai, mais ce moment n'est pas encore arrivé. Alors, je n'ai que peu d'informations à vous donner sur ce titre. Je suis convaincu, par contre, que parmi nos abonnés, plusieurs d'entre eux vont se faire un plaisir de me faire un petit pitch et de l'inscrire dans la section commentaires. Mais de ce que je peux vous dire, on est dans du 1 à 4 joueurs, un jeu de placement d'ouvriers et de deck building où les joueurs incarnent des peuples à l'époque du Paléolithique. Et bien que le placement d'ouvriers et le deck building soient les mécanismes de jeu principaux, on va retrouver en plus de ça plusieurs autres petits mécanismes de jeu qui vont venir se greffer comme du contrôle de territoire et
Il y avait autre chose aussi, là, je me souviens, mais ben, en fait, je m'en souviens plus. Mais il y a plusieurs petits mécanismes secondaires qui vont venir se greffer à ça. Et pourquoi pas, en même temps, j'ai décidé de récupérer deux extensions supplémentaires, deux petites extensions. Donc, on a ici l'extension qui va ajouter la possibilité d'avoir des tuiles de rivière. Aucune idée de ce que ça va changer. Et aussi, on va avoir la possibilité de pêcher du poisson, on va avoir la possibilité de se promener en canot également. Et cette petite extension ici, qui, si je comprends bien, va tout simplement ajouter plus de variabilité. Donc, si je me fie à l'endos de la boîte, parce que j'en ai aucune idée, qui va ajouter des paquets de cartes variables pour ce qui est des types de tribus et des animaux, en plus d'ajouter deux différents modules, si on veut. La prospérité en étant un et l'autre, je l'ai complètement oublié. Alors ça, c'est les deux petites extensions que j'ai décidé de récupérer. Et ma grosse déception, c'est qu'elles n'entrent pas dans la boîte du jeu de base. Malheureusement, si je veux garder l'insert, je ne peux pas rentrer ces boîtes-là à l'intérieur. Alors peut-être que je vais me débarrasser de l'insert de thermoformage pour pouvoir entrer le tout à l'intérieur d'une seule et même boîte. Ce sera à suivre, mais d'ici là, je vous invite à me laisser vos retours sur vos expériences. Est-ce que c'est un jeu qui se retrouvera dans votre top 10 des meilleurs jeux 2022 ou peut-être même top 5? Je suis curieux de vous lire à ce sujet. Depuis tout à l'heure, je tiens à bout de bras des grosses boîtes. Cette fois-ci, on va faire chemin inverse. On va aller avec une toute petite boîte, Age of Civilization, un jeu, je crois, qui est sorti en 2019. On est sur du 1 à 4 joueurs, un jeu de civilisation, ou à thématique de civilisation, et de placement d'ouvriers avec un système de sélection d'actions qui change en cours de partie. Ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir un plateau central, si on veut, un tout petit plateau, qui va être divisé en 3 parties, donc 3 actions génériques. Construire une merveille, faire de la recherche ou de la technologie, entre guillemets, et réclamer des esclaves aussi. Oui, ça fait partie de l'histoire quand même. Et ça, ces actions-là vont toujours être disponibles à chaque manche durant toute la partie. Mais ce plateau va se déplacer de façon unilatérale, donc horizontalement, au-dessus d'une rangée de 8 cartes, il me semble. Les actions disponibles à un tour dans une manche, en fait, sont donc les 3 actions qu'on retrouve sur le plateau générique et les 3 actions des cartes qui se retrouvent directement sous ce plateau. Donc, à chaque manche, le plateau va avancer d'un emplacement, rendant une nouvelle action disponible, mais cela engendre aussi la perte d'une action. Alors, on sait déjà en début de partie quelle action va être disponible quand, donc à quel moment durant la partie est-ce qu'on va pouvoir, par exemple, aller à la pêche ou chasser, ou à quel moment est-ce qu'il va y avoir une calamité. Alors, ça nous permet de prévoir un peu et on sait éventuellement aussi que certaines actions ne seront plus disponibles, alors il faut essayer de tenter de les maximiser au bon moment pendant qu'elles sont accessibles. On a du placement d'ouvriers parce que selon la civilisation qu'on va récupérer, on va avoir des ouvriers à placer sur ces différentes actions pour aller récupérer différentes ressources, pour essayer de faire des points. Bref, vraiment hâte d'y jeter un coup d'œil un peu plus approfondi. OK, j'y vais. J'y vais de façon un peu plus rapide et en rafale pour quelques autres titres, parce que là, on a passé en revue les gros titres dont je voulais vous donner un peu plus de détails, vous parler un peu plus. J'ai reçu récemment également dans la période de Noël, et il est encore d'ailleurs dans le plastique d'emballage, ce qui est très rare dans mon cas, l'édition anniversaire de Decrypto, la version, je ne sais pas si c'est une version anniversaire ou une version spéciale, mais bref, une boîte noire cette fois-ci qui vient clasher avec la boîte blanche quasi immaculée du premier, qui était comme blanche-grise, il me semble. Faudrait que j'aille vérifier dans l'autre pièce, dans mon autre calax, dans mon autre étagère pour comparer la couleur. Mais je ne me suis pas renseigné à savoir... Ah oui, c'est ça, c'est la cinquième, l'édition du 5e anniversaire. Donc, ça fait 5 ans que Decrypto a été édité pour la première fois. Et donc, j'ai reçu une copie de celui-ci, de cette version, ainsi que
je ne sais pas si vous le voyez sur l'écran, un hoodie, un coton ouaté, un gilet à capuche, appelez ça comme vous voulez, avec le logo du scorpion masqué. Et on a également reçu en même temps le tout dernier Turing Machine sur lequel j'ai encore une fois pas grand-chose à vous dire parce que je n'y ai pas joué, je n'ai même pas encore regardé les règles. Je sais que tout dernièrement, je m'entretenais avec Madame Paul, Lydia de Madame Paul, qui me disait c'est certain, JP, que tu vas aimer ça, c'est vraiment dans ton style, c'est vraiment brillant comme style de jeu et tout ça. Je n'ai pas encore eu le temps d'y jeter un coup d'œil, mais je sais que j'ai vu beaucoup d'images circuler. Plusieurs ont dit que c'était le jeu de l'heure pour les conventions, les rassemblements justement de joueurs. Vraiment hâte, donc mon niveau d'engouement augmente quand j'entends ça. Mais bon, de mon côté, je n'ai pas eu encore l'occasion d'y jouer. Je sais que Sylvain prépare une vidéo éventuellement où il pourra vous en parler un peu plus davantage. Je continue maintenant avec, tiens, avec quoi est-ce que je continue? Avec Riverside. Alors, on continue la rafale, on déboule toutes ces boîtes. Alors, Riverside, qui est un jeu de roll and write pour 1 à 6 joueurs. Jusqu'à 6 joueurs, j'avais jamais réalisé ça. Alors, personnellement, j'y ai seulement joué en solo et à 2 joueurs. Alors, on incarne une espèce de flotte touristique dans le nord et on va amener avec nous, donc sur différents bateaux, des touristes qui vont vouloir aller réaliser des activités hivernales à l'extérieur. Par contre, la température extérieure peut être un obstacle pour certains de ces touristes qui peuvent trouver qu'il fait trop chaud pour aller assister à certaines activités extérieures, puisque justement, puisque c'est des activités hivernales, si la température est trop haute, eh bien, elle ne nous permet pas d'aller faire de la pêche sur glace, par exemple. Donc, on va avoir un mécanisme de sélection de dés qui vont nous permettre de déterminer la température à chacun des tours. Et on aura donc des dés qui ne seront pas disponibles à chaque tour, à chaque manche, selon le résultat qu'on a obtenu. Donc, les dés qui sont disponibles vont nous permettre de déterminer sur quel bateau, on a 5 bateaux, je crois, selon les couleurs des dés, sur quel bateau on veut essayer de combler des places de touristes. Et les autres dés qui ne sont pas disponibles pour combler des places sur différents types de bateaux, on peut tout de même les utiliser pour booster le dé qu'on a récupéré. C'est comme si on convainquait des touristes de venir assister à notre activité, mais ça, on ne peut pas faire ça indéfiniment durant la partie. On va utiliser des espèces de petites flammes qui représentent une température élevée, et lorsqu'on n'a plus de flammes, eh bien, on ne peut plus convaincre de touristes supplémentaires. Mais bref, lorsqu'on va combler ces places assises, on va avoir une espèce de mécanisme de culbutage d'actions bonus. Donc, il est possible d'aller récupérer des tickets, des billets qui vont donner des points, qui vont nous permettre de marquer des points supplémentaires de façon de multiplicateur également lorsqu'on va faire des excursions, mais il est également possible de marquer des places supplémentaires, de combler des places supplémentaires sur d'autres bateaux. Alors, on va avancer sur notre petite rivière gelée tranquillement ou parfois rapidement, donc le nombre de tours est variable d'une partie à l'autre. On ne sait jamais quand la partie va se terminer. On peut essayer de le prévoir, mais on ne le sait jamais. Et une fois qu'on a utilisé le dé qu'on a sélectionné pour combler les places dans notre bateau, on va pouvoir effectuer, si on le désire, une excursion selon les attraits touristiques qui sont à portée de notre bateau. Et c'est de cette façon-là qu'on va faire des points. On continue avec Unlock Kids 2. En fait, c'est même pas indiqué que c'est le deuxième. Mais en fait, c'est Histoire d'époque. Donc, c'est la suite du premier Unlock Kids qui avait été vraiment un gros succès auprès de mes enfants. C'était, je crois, 6 aventures, oui, c'est bien ça, 6 aventures différentes d'une durée d'environ 20 à 30 minutes. Donc, pour mes enfants de 5 et 7 ans, c'est vraiment, vraiment l'idéal. Bon, souvent, la dernière mission qui est de niveau un peu plus difficile et plus ardu peut-être pour eux, il faut leur tendre la puce à l'oreille. Mais ici, on est vraiment dans un mécanisme d'association logique
où on va devoir réfléchir aussi. On est dans de l'observation, donc c'est en plein dans leur niveau. C'est pas trop long non plus, donc ils n'ont pas le temps de décrocher. Il y a toujours une petite intrigue amusante, accrochante aussi. Alors ça, j'ai bien hâte de le découvrir encore une fois avec mes enfants. Et puisqu'on est dans cette thématique-là de jeux pour enfants, je vous parle brièvement de Flashback, qui est un peu comme la suite spirituelle de Zombie Kids, de Zombie Teens, où on découvre qu'est-ce qui s'est passé avant Zombie Kids et on est dans un système de jeu radicalement différent. Alors, on est vraiment dans du jeu de logique, déduction et d'observation. Donc, côté mécanisme de jeu, il n'y en a pas vraiment. En fait, c'est qu'on va mettre des cartes en jeu, on va observer ces cartes-là, et on a une espèce de machine qui nous permet de voir ce que les personnages du jeu voient, selon leur perspective. Donc, quand on voit un chiffre apparaître, eh bien, on va chercher cette carte-là, on la dévoile, et là, ça fait souvent référence à un personnage, une caméra de surveillance ou quoi que ce soit. On peut voir ce que cet objet ou ce personnage voit. Et selon donc les différents points de vue, les différentes perspectives, on est capable de voir ce qui s'est passé selon le point de vue de chacun. On va avoir des questions qui vont survenir en cours de partie. Et une fois qu'on a étalé toutes les cartes, c'est à ce moment-là que le jeu va prendre fin, la partie va prendre fin. À ce moment-là, on se consulte, on se concerte, on regarde, on a accès aux questions. Donc, on essaie de deviner, déduire les réponses de ces différentes questions-là et ensuite on va les valider dans le livret de réponses. Le premier scénario était vraiment génial, mes enfants et moi avons adoré. Le deuxième scénario avait déjà un cran de difficulté, selon moi, beaucoup plus élevé que le premier, ce qui fait en sorte que mes enfants ont eu beaucoup plus de difficultés, ont trouvé ça un peu plus ardu. On jumelle à ça justement l'utilisation de petits gadgets qui vont nous permettre d'aller analyser des observations, des informations dans le passé ou dans le futur. On a aussi un autre gadget qui nous permet de voir des chiffres cachés qui vont nous donner accès à certaines informations dissimulées. Et il y a un troisième scénario que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire. Bref, premier scénario, vraiment exceptionnel, j'ai vraiment adoré. Deuxième, personnellement, j'ai trouvé ça bien, mais c'était un petit peu trop ardu pour mes enfants, donc on verra pour le troisième. On continue maintenant avec une toute dernière réception de la compagnie Escape World, pour lesquels je vous ai déjà présenté plusieurs puzzles. Alors, deux produits que j'ai reçus dernièrement. Premièrement, celui-ci, qui nous permet nous-mêmes d'assembler notre propre puzzle. Donc ici, on a le Orbital Box, et j'en ai deux en fait dans cette boîte-là. Alors, un que je peux garder pour moi, puis un que je peux offrir. Donc, celle-ci, cette boîte-là, je ne l'ai pas fait encore, je ne l'ai pas assemblée encore, mais ce qui est intéressant, c'est que puisqu'on doit l'assembler nous-mêmes, de façon générale, c'est un peu plus abordable aussi que de la recevoir déjà assemblée, déjà prête à être jouée. Et pour des personnes qui sont manuelles, qui aiment bien assembler des pièces, qui aiment analyser aussi comment les choses fonctionnent, ça peut être génial. Et même si on l'assemble, et c'est ça qui est grandiose selon moi, c'est que même si on l'assemble nous-mêmes, eh bien, ça ne nous donne pas vraiment la solution pour résoudre la boîte. Oui, bon, on peut savoir c'est quoi la surprise à l'intérieur, peut-être faire des liens de certains éléments qui vont interagir ensemble, mais on a encore le challenge de réussir le défi. Et après ça, on peut l'offrir aux autres ou ça fait une super belle décoration, comme je vous ai déjà mentionné. Et on a également ici la nouvelle gamme de puzzles qui sont translucides. En fait, je vais mettre une image qui apparaît à l'écran pour vous montrer à quel point ça doit être incroyablement complexe à résoudre ce type de puzzle-là. Je n'ai probablement pas la patience pour résoudre ce type de puzzle. J'ai déjà commencé à travailler sur le jaune et ça use toutes les onces et les grammes, je ne sais pas comment on calcule ça, de patience et de persévérance qu'il y a dans mon être, mais pour quelqu'un
qui aiment les casse-têtes, ce genre de puzzle-là, de laisser ça intact sur une table pendant plusieurs jours, voire même peut-être plusieurs semaines avant d'arriver à le résoudre, ça peut être vraiment génial. Dans cette boîte-là, il y a 3 puzzles à difficulté variable aussi. Ça fait très joli aussi. Je vais probablement mettre ma fille là-dessus et si elle le réussit, je vais certainement réclamer tout le mérite. Et finalement, en terminant, je vous parle de Among Cultists, qui est un prototype que j'ai reçu dernièrement pour lequel je vais vous faire une présentation au cours des semaines à venir. Si ma mémoire est bonne, le projet en campagne de sociofinancement sera lancé lors de la 2e semaine du mois de janvier. Ça sera vérifié. Alors ici, on est dans du 4 à 8 joueurs, si ma mémoire est bonne, et c'est un jeu de déduction, un jeu à rôle caché. Et ce qui me semble être bien ici, c'est que souvent dans ce type de jeu-là, je trouve que les parties sont trop longues, sont étirées, ça ne termine plus et tout ça. Ici, on est dans une configuration de parties qui peuvent se terminer en environ 60 minutes, environ 1 heure. Alors, ça me semble bien prometteur. Par contre, je n'ai pas encore lu les règles. Je dois m'y mettre justement probablement dans les prochains jours pour en faire la présentation à temps. Donc, vous m'entendrez certainement vous en reparler encore. Pour ce qui est des composantes, j'ai jeté un coup d'œil par contre. Ça me semble du moins être de la qualité quand même assez bonne pour ce qui est du prototype, du moins. Reste à voir ce que la version finale va proposer. Et j'ai été vraiment abasourdi de voir qu'il y a près de 3 ou 4 000 personnes sur la campagne de sociofinancement qui présentement suivent le projet, donc qui veulent avoir une notification lorsque le projet va être lancé. Alors, vraiment hâte de voir ce que le jeu propose et comment il se distingue des autres jeux de déduction sociale dans le même type. Alors voilà pour ce qui était de la présentation des différents jeux que j'ai reçus cette année dans la période du temps des fêtes, principalement dans le mois de décembre 2022. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère vous avoir mis la puce à l'oreille peut-être sur certains titres. Et bien évidemment, je vous invite à me laisser vos commentaires, vos retours, vos expériences, votre petit grain de sel sur les titres que j'ai mentionnés dans la section commentaires sous la vidéo. Si vous le désirez et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à notre chaîne, vous pouvez me laisser un pouce vers le haut. Vous pouvez également faire un tour sur notre campagne Patreon, le lien est dans le coin de l'écran pour nous encourager d'une façon particulière financièrement. Et moi, je vous remercie grandement pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. 1, 2